Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Patrice. Salut Alix. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission, 5 ans. Et oui, ça se fête, le service civique européen bascule dans sa 6e année d'existence. En quoi consiste ce dispositif? Quel champ d'action? Quel retour d'expérience? On voit tout cela dans un instant. Comment œuvrer pour une Europe plus forte, plus engagée, plus solidaire? Est-ce que le service civique européen a fait montre de son efficacité? Et puis, est-ce que son financement est sanctuarisé, pérennisé? On pose toutes ces questions à notre invité. Dans un instant, Alix, la loupe. Oui, je vous parle de Mia Europo, Oh. une maison d'édition qui tente de rapprocher les enfants de l'Union européenne, de toutes ces cultures. Mia Europo. Oh. C'est de l'espéranto. C'est de Je l'espérance. vous en dirai plus après. C'est si bien prononcé, c'est si bien dit. Allons-y. Bonjour Anthony Weiler. Bonjour Patrick. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va super. Mais joyeux anniversaire. Merci beaucoup. 5 ans déjà? 5 ans. 5 ans, ça se fête? Ça s'est bien fêté? Ça s'est très, Ça très se bien fête fêté. comment? Ça s'est très bien fêté. Alors, beaucoup de VIP, beaucoup de politiques, de représentants de l'institution. C'était où? C'était à la Banque de France, À la Banque de France, d'accord. l'amphithéâtre Jacques Delors. À Paris, d'accord. Européenne très, très connue. Ouais. Et donc ça, c'était sur la journée du vendredi, 28 mars. Et sur D'accord. la journée du samedi 29 mars, ça s'est déroulé à l'Europa Experience, donc à Paris, à la Madeleine. D'accord. C'était pas gagné au début, hein. En fait, les 5 ans du service civique européen. Et dans un instant, on va rappeler ce que c'est. Mais enfin, j'imagine que bon, voilà, vous deviez être vraiment heureux de faire. Enfin, je pense qu'il y avait pas mal de gens qui étaient là depuis le début de l'aventure. Les 5 ans, enfin, moi en tout cas, j'aurais pas misé sur les 5 ans au tout début. Hein. Bah, maintenant, vous le voyez au niveau de la structure de l'association, c'est vrai que quand on a commencé c'est la première promotion qu'on a lancée il y a 5 ans. Ouais. Donc l'association a été créée par Benjamin Sibyl en 2018 déjà. Mais la première promotion de service civique européen a été lancée à Metz en 2020. D'accord. D'où les 5 ans, Ouais. l'anniversaire des 5 ans. Ouais. Et donc au départ, c'était pas gagné parce que il faut de l'argent. Il faut des sous. Il faut Ouais, des sous. C'est toujours la même chose. C'est une toujours- question toujours de volonté politique, c'est vrai, et de budget. Exactement ça. Ouais. Exactement ça. Donc Et là, c'est l'État essentiellement qui finance, effectivement, c'est en grande partie en tout cas. C'est l'État et surtout l'Union européenne. Ouais. L'Union européenne qui nous finance. Et donc aujourd'hui, on arrive à en vivre. Ouais. Donc on a des salariés dans l'association, on a 9 salariés, D'accord. dont le fondateur qui a commencé en tant que bénévole. Hein. Ouais. Et il a décidé d'arrêter son métier de haut cadre à la Banque de France, donc en 2020, pour se consacrer à 100% de son temps à cette association. C'est quoi le service civique européen? Si on devait le résumer, c'est quoi le concept et quelle est la philosophie derrière? Alors, le service civique européen, je le précise, on n'a pas inventé quelque chose de nouveau. Donc, c'est la combinaison de 2 mécanismes existants. Donc, le service civique national quand il existe. Donc, il existe en ce moment en France, en Italie, en Allemagne. Et le corps européen de solidarité. Donc notre mission, notre but, c'est de promouvoir donc la mobilité pour tous les jeunes Européens et de permettre à ces jeunes gens de se sentir européens notamment. Et donc la première promotion, j'en parlais à l'instant, a été créée à Metz en 2020 et c'est une combinaison de 10 jeunes Européens, donc luxembourgeois, italiens, allemands, et de 10 jeunes français. D'accord. Voilà. Ça bénéficie à combien de Français chaque année? Alors en France, en ce moment, en 2024, on était à 160 jeunes. 160. Et au niveau européen, on était à peu près à 450 jeunes européens. D'accord. Et comment est-ce que vous vous faites connaître auprès des jeunes? Alors c'est par pas mal de communication par les réseaux sociaux. Donc on a un site internet, on a une page Instagram, une page Facebook, une page LinkedIn, c'est peut-être moins pour les jeunes, mais on essaye de... Merci pour moi, merci beaucoup. on essaie de se faire... C'était gratuit, merci. Surtout par Instagram. Surtout par Instagram. Est-ce que ce service civique prend une nouvelle dimension en vue des différents théâtres de guerre aux portes de l'Europe en ce moment? C'était le cas il y a 5 ans, c'est encore plus le cas 5 ans après? C'est encore plus le cas. Aujourd'hui, on a une mission d'aide aux réfugiés ukrainiens, donc en Roumanie, qui a lieu en ce moment même. Et on est complètement corrélé avec la guerre en Ukraine. Hein. Ouais. Pour qu'on comprenne bien combien de temps ça dure, comment on peut s'engager? Est-ce que c'est ouvert à tous?
Alors, c'est Comment ouvert à ça tous. s'articule? C'est ouvert à tous, il n'y a pas de conditions de diplôme à avoir. D'accord. Alors il faut bien faire la distinction entre, encore une fois, le service civique, je prends l'exemple du service civique national en France, et le corps européen de solidarité. Donc le service civique national français, quand on veut faire une mission en France, il est réservé pour les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans en situation de handicap. Oui. Le corps européen de solidarité, il est réservé pour les jeunes de 18 à 30 ans. Okay. Pour la période, c'est la même chose, c'est de 6 mois à 12 mois, donc de 6 mois à 1 an. Et donc si par exemple maintenant un jeune Français veut partir faire une mission, je ne sais pas, en Allemagne ou en Roumanie par exemple, il va utiliser le corps européen de solidarité. D'accord. Mais s'il a plus de 25 ans, il va pouvoir partir quand même. D'accord. Et en général, c'est quoi? C'est toujours 6 mois, c'est minimum 6 mois à l'étranger? C'est minimum 6 mois à l'étranger. Les missions, c'est ça en général? C'est assez varié, c'est de 6 Et c'est considéré comme une année de césure dans un CV? Alors tout dépend comment on l'interprète, mais Eux le voient comment? c'est plutôt une année d'engagement. Alors par année de césure, on peut faire plusieurs choses, mais en général, c'est des jeunes qui se disent bon, je vais faire une année de césure et qui veulent s'engager donc dans le milieu social, etc. quoi. Et il n'y a pas de règle, c'est souvent post-bac, après les études, pendant les études? Ça dépend des mentalités. En France, on voit plus de jeunes qui ont, par exemple, qui ont déjà un BTS, par exemple. Moi, ceux qui sont diplômés, hein, je parle pour ceux qui sont diplômés, soit qui sont en BTS, soit qui ont fait 1 ou 2 ans de licence, donc ils savent pas trop quoi faire, qui se remettent en question. Ouais. Donc ils vont se dire, je vais faire une année de césure, par exemple. Et je vais reprendre l'exemple allemand. Ça va concerner plutôt des jeunes de 18 ans, 19 ans quand ils vont obtenir donc l'Abitur, donc le bac allemand. Ouais. Et en Allemagne, c'est beaucoup plus... C'était votre cas, vous? Non, pour moi, c'était pas le cas. Donc, donc en Allemagne, c'est beaucoup plus ancré dans les mentalités de faire une année de césure. Alors, je parle vraiment de l'année de césure, et ensuite de partir faire quelque chose, quoi. Et notamment de faire du service civique. D'accord. Quel est votre lien avec le service civique et comment vous avez eu envie d'œuvrer au sein de cette association, justement? Alors, j'ai intégré l'association en 2021 en tant que bénévole au sein de la structure Allemagne, qui était dirigée à l'époque par l'ancien président, donc Boris Jarros. Et donc, peu de temps après, on m'a proposé d'intégrer le conseil d'administration en tant que trésorier, donc de 2022 à 2024. Et depuis le 1er janvier de cette année, je suis le président de cette association. Ouais. Félicitations. Alix? Et quelles sont les missions que vous proposez exactement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, on a plusieurs types de missions. On a sur les jeunes qui sont actuellement engagés, un tiers qui sont dédiés au soutien aux personnes âgées. Donc, par exemple, qui vont dans les maisons de retraite et qui montrent l'utilité des nouvelles technologies, par exemple, à ces personnes. On a un tiers qui est de l'aide à la jeunesse. Donc, par exemple, ça va être de l'aide aux devoirs, des cours de langue, par exemple, et un 5e sur du culturel, par exemple. Donc, je vais citer plusieurs exemples. Sur le social, on a une mission actuellement en Roumanie qui se déroule dans une maison qui soigne, qui traite des personnes atteintes d'autisme. D'accord. On a des services civiques sur place. On a à Malte, concernant l'environnement, par exemple, une mission qui va se dédier à la défense, à la protection des oiseaux. Donc c'est divers et varié. Le service civique européen, c'est bien quand le président en parle, c'est bien quand les jeunes en parlent aussi, ça donne ça. Pour nous, le service civique européen, c'est une année de césure citoyenne, indemnisée et formatrice. 6 mois chez soi, 6 mois en mobilité européenne, 12 mois pour grandir et servir l'intérêt général, en équipe avec des jeunes venus de toute l'Europe. Le service civique européen, c'est aider les autres, les personnes âgées isolées, le combat pour préserver notre planète ou prévenir les discriminations. C'est aussi nous aider nous-mêmes. Avec le service civique, on devient des citoyens actifs, on gagne en expérience, on développe des compétences, on gagne confiance en nous. Et le service civique européen est aussi, pour beaucoup d'entre nous, notre première expérience de mobilité européenne, l'apprentissage d'une nouvelle langue et la prise de conscience de ce qu'est l'Europe. C'est devenir européen en vrai, se sentir faire partie d'une communauté, devenir citoyen d'Europe. Je m'appelle Francesco, je suis italien. Je suis un volontaire du service civique européen.
Je rencontre des gens espagnols, italiens, roumains, tchèques et allemands. Ça m'a permis de comprendre les différentes facettes de notre Europe. Notre mission, c'est de lutter contre la discrimination et pour ça, on fait des ateliers pour les enfants et aussi pour des jeunes. Unicité, ils nous accompagnent, ils nous font des rendez-vous pour parler de notre avenir. Puis c'est une année de césure, donc de pause, où on peut se concentrer sur ce qu'on veut vraiment faire et trouver une voie qui nous correspond mieux. Donc ouais, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater, c'est une occasion d'apprendre de nouvelles cultures, un nouveau langage ou bien même c'est une opportunité pour avoir des compétences personnelles et professionnelles. Donc je recommande le service civique européen. Alors, favoriser la mobilité européenne, en quoi c'est important, Anthony Weiler? Alors, il y a plusieurs points. D'une part, je vais prendre mon exemple personnel pour l'illustrer. Je pense que c'est un des meilleurs exemples. Alors je ne suis pas parti en service civique, mais j'ai utilisé le dispositif du VIE, donc Volontariat international d'entreprise. J'ai passé pratiquement 5 ans en Allemagne. D'accord. Et j'en parlais pendant l'anniversaire, c'est d'abord en fait le déclic. Donc le déclic, c'est à des jeunes qui partent à l'étranger, et ce déclic de se sentir européen, de sortir de sa zone de confort, donc de se développer soi-même. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de franchir le pas, de vous mettre en difficulté, de sortir de cette zone de confort du coup à l'époque? Alors, je ne suis pas très objectif pour ça parce que je suis originaire de la région franco-allemande. Ouais. J'ai vécu dans une biculturalité entre la France et l'Allemagne, et j'avais envie d'apprendre de retrouver mon niveau en allemand par exemple. D'accord. Ouais. Et grâce au que vous auriez pu retrouver en un an, mais finalement vous avez fait 5 ans. Oui, j'ai fait ça. C'est exactement ça. Donc, en tout cas pour les jeunes qui partent en service civique, et par exemple pour des jeunes qui sont issus par exemple de la Seine-Saint-Denis, s'ils partent en mission à l'étranger, je vais prendre l'exemple de la Roumanie par exemple, bien entendu ils ne vont pas apprendre le roumain en 6 mois, mais en général les jeunes qui sortent de ce genre de mission ont un niveau B1 en anglais. D'accord. Donc ils savent très bien avoir une discussion dans une langue étrangère, par exemple. Et après le but, c'est bien sûr, c'est l'insertion professionnelle, c'est peut-être reprendre des études. Quelles aptitudes on développe justement quand on est comme ça, quand on se met en difficulté, quand on sort de sa zone de confort, qu'on est à l'étranger, qu'on n'a pas forcément ses repères? C'est déjà se débrouiller par soi-même. Après, sur place, ils ne sont pas tout seuls, ils sont encadrés. Ouais. Mais c'est déjà sortir de sa zone de confort. Donc c'est déjà un skill. C'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà beaucoup. C'est déjà de parler dans une langue étrangère. C'est d'aller vers les autres. Donc, il y a un moment, t'as pas le choix. À un moment, il n'y a pas le choix. T'as marre d'être en galère, c'est exactement ça. Ouais. Donc, le but, c'est de promouvoir la mobilité européenne, mais aussi la culture européenne. Aujourd'hui, on le voit dans le contexte actuel géopolitique. Il faut mettre en avant les valeurs de l'Union européenne. Donc, quand on voit que les valeurs de cohésion, de partage, de paix. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est une expérience qui financièrement est accessible pour ces jeunes? Oui. Alors ils vont recevoir 600 € par mois environ. Donc nourris et logés. D'accord. Oui, nourris et logés. Après 600 €, c'est dans les pays de l'Est, c'est suffisant. Après, pour partir à Paris, c'est vrai que ça va être plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Mais en général, dans les grandes villes qui sont chères, ils sont logés. D'accord. Si je comprends bien, de base, en général, c'est 6 mois, c'est ça? Mais ça peut évoluer, comme ça a été votre cas, même si vous, je comprends que c'était un dispositif différent. Oui, ça peut évoluer, bien sûr. Ça peut être, par exemple, faire 4 mois en France et 8 mois à l'étranger. D'accord. C'est tout à fait possible. C'est flexible. Mais toujours dans la limite de 1 an. D'accord. Alix? Et qu'est-ce que ça apporte de différent ou de plus par rapport à un stage à l'étranger, par exemple, ou du volontariat plus traditionnel? Là, c'est que ils sont encadrés. Donc ils vont dans des structures où il y a des personnes qui les encadrent. Ils sont pas tout seuls. Par exemple, dans le cadre du volontariat, je ne sais pas, peut-être on va citer l'exemple de la fille ou de la fille au père, par exemple. C'est des structures qui sont vérifiées
par les coordinateurs de projet au sein de l'association, du collectif pour un service civique européen. Il y a des checks qui sont faits avant d'envoyer bien sûr des jeunes en Roumanie, en Bulgarie. Donc on est sûr qu'ils vont pouvoir, qu'ils sont entre de bonnes mains. Et ils sont tout le temps avec un groupe d'autres jeunes en fait. Oui. Ils sont... Oui. Ils sont, ça dépend des promos, hein, mais ça va varier de 4 à 8 jeunes. Et c'est nécessairement mélangé en termes de nationalité? C'est nécessairement mélangé. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'eux, ils font appel à vous, ils ont entendu parler de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou ils vous ont vu pourquoi pas sur une émission de télé, et ils vous contactent, ils ont déjà un projet en tête, ou ils vont sur votre site et ils se disent tiens, il y a telle ou telle émission? Ou alors vous attendez de les voir, de les rencontrer pour savoir un petit peu leurs aspirations et savoir justement comment ils peuvent aider au sein de l'Union européenne? Comment ça se passe? S'il y a des jeunes qui ont déjà des projets en tête, ils peuvent nous contacter directement. Après, il y a aussi pas mal de jeunes qui ne savent pas exactement quoi faire. Donc ils veulent juste aider on peut les guider, bien naturellement. D'accord. Et il y a des thèmes qui sont récurrents. Est-ce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui demandent, je ne sais pas, est-ce que cette année on a beaucoup demandé, je ne sais pas moi, la protection de l'environnement, le sport, l'éducation La plupart c'est le sport et c'est le sport et les missions auprès des personnes âgées. C'est quoi les missions sportives? Par exemple, ça va être aider dans des clubs de foot, etc. quoi. Par exemple. Et il y a des pays qui sont plus tendance que d'autres, qui sont plus plébiscités? Alors, c'est assez varié, mais c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes qui veulent partir en Italie. D'accord. Après, vu le climat, peut-être que c'est des pays qui sont peut-être plus attractifs que... D'accord. Il y a peut-être quoi? Plus l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est ça? L'Italie, l'Espagne, Portugal. C'est des pays du Sud. D'accord. On a toujours des jeunes qui veulent partir quand même en Pologne, ou en Bulgarie, ou en Roumanie, par exemple. D'accord. Alix. Et est-ce qu'il y a une recherche de sens aussi quand ils vous sollicitent? Est-ce que vous sentez qu'ils cherchent un sens aussi? Alors un sens, oui, c'est... Non, parce qu'on parle beaucoup de la notion de sens aujourd'hui pour la jeune génération, plus que pour l'ancienne. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui a... c'est la fameuse génération Z ou Y. On recherche du sens à ce qu'on veut faire donc, dans nos projets professionnels et perso. Et oui, clairement, c'est des jeunes qui veulent s'engager. Donc après, de différentes manières. Enfin, je veux dire, la notion d'engagement, c'est un incontournable. Parce que typiquement, quand une mission dans le sport, on n'y voit pas forcément la notion d'engagement. Et vous le dites d'emblée quand ils intègrent la mission? C'est souligné, oui. Après, parce que je pense que si un jeune n'est pas motivé pour faire... Alors, je veux dire, n'est pas motivé. S'il n'a pas ce précepte d'engagement, si on ne le souligne pas avant, c'est vrai que sur place, soit on va essayer de lui faire trouver donc, cet engagement, soit ça risque de la mission de tourner court. Donc il faut quand même avoir cette notion, je vais m'engager pour aider les autres, etc. Ouais. Il y a un avant et un après chez certains jeunes que vous accompagnez, vous les voyez, vous évoluer. Vous avez d'ailleurs l'occasion de les revoir de temps en temps. Est-ce que vous vous organisez? Alors là, c'était les 5 ans, c'était un petit peu particulier, mais j'imagine que ça crée une grande et belle famille, tout ça. Bon, personnellement, c'est vrai que je suis assez rarement sur le terrain parce que je fais je suis à titre bénévole donc, dans l'association. Mais pour avoir discuté déjà avec des jeunes, oui, il y a un avant et après. Donc on les sent beaucoup plus ouverts. Ils sont capables de parler une autre langue. Et ce qui est vraiment remarquant, c'est la volonté de continuer à s'engager et d'avoir des perspectives de vie. Donc, par exemple, des jeunes, j'en ai rencontré un, Ilyes, qui se sentait perdu dans la vie. D'accord. Il y a encore, à l'anniversaire du week-end dernier, qui me dit je suis toujours en recherche d'emploi, mais là, je vais essayer de faire un VIE en Pologne. D'accord. Toujours très motivé. Quoi. Il avait fait quoi du coup? Qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ce VIE en Pologne? Il était en mission en Pologne, donc à Kielce par exemple. D'accord. Ah donc il veut y retourner. Il veut y retourner, ouais. Donc c'est... Ça crée des liens, ça crée des souvenirs. Allez, la loupe c'est avec Alix. Alix, j'ai pas le même accent que toi. Je vais essayer d'y aller. Tu nous parles de Mia Europo. Europo, une maison d'édition qui fait voyager les enfants à travers l'Europe.
Et oui, son nom signifie « Mon Europe » en espéranto. Est-ce que tu sais ce qu'est l'espéranto? Non, rappelle-le-moi, s'il te plaît. C'est une langue proposée en 1887 par Zamenhof, un médecin polonais, pour simplifier la communication entre les peuples et faciliter les échanges d'un pays à l'autre. Un nom qui reflète bien l'ambition de la maison d'édition. J'aurais dû demander à Anthony, je parie qu'il parle. Vous parlez l'espéranto, Anthony? J'aimerais bien. Ça va, c'est pratique, non? Et ça donc... serait pratique pour le service civique, hein. Ouais. Créer une langue européenne. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Mais ça n'a jamais pris, malheureusement, un nom qui reflète bien l'ambition de la maison d'édition, rapprocher les jeunes générations de l'Union européenne et de la richesse de ses cultures. Mia Europo a été fondée en 2019 par Pauline Collin, partant du constat que bien que l'Europe fasse partie du quotidien des enfants, ils en entendent très peu parler. L'objectif est donc de combler ce manque en proposant des contenus accessibles et attractifs. Le premier projet lancé est donc un magazine mensuel destiné aux 8-12 ans qui propose à ses petits lecteurs de voyager à travers les 27 pays de l'Union européenne. Chaque numéro met un pays à l'honneur avec des reportages, des pages culturelles et des rubriques dédiées à la langue, à la gastronomie et aux traditions sportives locales. Un succès qui a valu à Mia Europo plusieurs distinctions européennes, dont le prix Altiero Spinelli de la Commission européenne. Mia Europo propose aussi des hors-séries thématiques, notamment sur les systèmes scolaires ou les fêtes de fin d'année en Europe. Et puis, dernier projet en date, la maison d'édition s'est lancée dans la création d'un jeu de cartes éducatif. Ce jeu permet aux enfants d'apprendre, de consolider leurs connaissances sur l'Union européenne tout en s'amusant. Je vous propose de découvrir les règles du jeu en images. La partie commence. J'ai donc deux possibilités, piocher une carte pays ou demander un quiz si la carte d'un autre joueur m'intéresse. Dans ce cas, je vais piocher une carte pays. Si elle m'intéresse, je vais la garder et me défausser d'une autre carte ou je peux également la rejeter directement. Dans ce cas, je la garde. Alors, pour ma part, dans mes cartes, j'ai l'Espagne notamment et je remarque que le joueur 1 a en carte posée devant lui l'Espagne, la Bulgarie et la Lettonie. J'ai donc tout intérêt à demander à jouer une carte quiz pour tenter de récupérer l'Espagne et avoir du coup déjà deux cartes de ce même pays. Je vais donc choisir un quiz. Sur la carte quiz, on a à chaque fois deux catégories qui sont visibles. La personne qui lit la carte va faire choisir la catégorie au joueur qui a demandé un quiz. Culture ou sport? Je vais choisir sport. J'ai donc remporté le quiz. J'ai le droit de choisir sur la table de prendre n'importe quelle carte de mes concurrents. Je vais donc prendre l'Espagne à ma concurrente de droite pour avoir du coup deux fois la carte de l'Espagne. Et je suis obligé d'avoir que 6 cartes sur moi. Je vais donc lui donner une carte qui m'intéresse le moins. Donc la partie avance. Les premiers pays ont été constitués par les joueurs. Et c'est mon tour de jouer. Anthony, est-ce que, selon vous, pour comprendre l'Europe, il faut d'abord mieux se connaître, se comprendre en fait entre Européens? Clairement. C'est sûr que on a des différences de mentalité quand même, par exemple entre, vous connaissez bien les Allemands et les Français, quoi. Franco-allemands, par exemple. Je veux dire, j'aime bien prendre l'exemple de la ponctualité, par exemple. Ouais. Donc les Allemands sont, quand on dit rendez-vous à 10h30, comme ce matin. Ils sont là un quart d'heure avant. Ils sont là un quart d'heure avant. Les Français, on a toujours ce quart d'heure de latence. Donc, limite, tu vas arriver à l'heure, mais tu sais, tu vas aller prendre le café. Et du coup, tu vas arriver 10 minutes en retard. Tandis qu'eux, ils sont là un quart d'heure avant. Et ils ont pris le café avant. Non, c'est très important de se comprendre parce qu'on est quand même... Mais il y a une culture européenne, d'après vous, Anthony, où il faut juste apprendre à connaître les différentes cultures des différents pays européens? Alors, une culture européenne avec ses spécificités, avec ses spécificités donc, nationales. Ouais. Alors, une culture européenne, c'est peut-être un grand mot, mais c'est l'esprit de partage, donc de valeurs, quand même de valeurs communes. Je comprends. D'accord. Ouais. Et en termes de culture, je peux citer aussi les différences entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Ouais. Donc, on le remarque encore aujourd'hui. Comment on peut parler d'Europe, justement, parce que Alix y faisait allusion, comment on peut parler d'Europe aux plus petits, aux plus jeunes en classe, et est-ce qu'on en parle assez? Vous, si vous deviez faire une intervention auprès des petits à l'école, Ouais.
Alors auprès des petits, c'est vrai qu'on a eu pas mal de missions auprès de communication sur l'Union européenne, sur ses valeurs, etc. Financées par l'Union européenne. Par exemple, Build You sur les communications sur les réseaux sociaux. Après, sur les tout petits, tout simplement, c'est je veux dire, déjà défendre les valeurs de l'Union européenne, ça va être c'est le respect de l'autre, etc. Et je pense que le meilleur moyen, je vais reprendre un exemple personnel, c'est peut-être pas pour les tout petits, mais ce sont les échanges scolaires. D'accord. Donc c'est d'une part aussi, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que j'ai commencé à me sentir européen. Donc j'ai pu partir à l'époque... une petite semaine par-ci, une petite semaine par-là. J'ai pu partir à l'époque, par exemple, j'avais fait du latin, donc partir une semaine à Rome, donc en Italie. J'ai pu partir à Naples et Pompéi, je suis parti plusieurs fois en Allemagne. Donc c'est déjà à partir de... Mais c'est quoi se sentir européen, justement ? C'est... vouloir partir, c'est vouloir voyager dans l'Union européenne, donc vouloir se mobiliser dans toute l'Union européenne. C'est ce que j'appelle ça. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a une expérience internationale, on n'a plus peur, par exemple, d'aller vivre en Allemagne, d'aller vivre, je sais pas, c'est de se sentir confiant pour aller vivre, par exemple, en Roumanie. En vivre, c'est un grand mot, mais c'est aussi voyager. Pour moi, c'est ça, se sentir européen aujourd'hui. Après, outre le partage des valeurs de paix, de démocratie, etc. Mais là, pour les jeunes, je pense que c'est surtout le fait de pouvoir se déplacer sans limite et de pouvoir travailler aussi, donc sans devoir demander de visa aux bornes de l'Union européenne. Le service civique européen donc fêtait ses 5 ans. Vous êtes déjà fixé des objectifs pour les 5 ans à venir ? Bon, déjà le pérenniser, le sanctuariser, les budgets, mais en termes de nombre de participants, de nombre de volontaires, vous vous êtes fixé des objectifs ? Comment ça se passe ? Pour 2025, on s'est fixé un objectif donc de 700 jeunes. C'est juste avec le renouvellement des actuels projets. En France, on est à peu près le service civique national. Alors, je ne parle pas du service civique européen. Le service civique national concerne 150 000 jeunes. En Allemagne, il va concerner 110 000 jeunes. En Italie, il va concerner 65 000 jeunes. Ça serait, pourquoi pas, 100% de ces 150 000 jeunes. Donc la France, 150 000 jeunes, la France est moteur, justement, concernant le service civique européen. Je pense qu'on doit être il faut que je vérifie mes sources, mais on doit être le pays précurseur en termes de service civique. Il existe depuis 30 ans. Donc dans le monde entier, je ne connais pas, à part peut-être aux États-Unis, mais de pays qui a instauré un système de volontariat qui soit officiel. Le président Macron, il me semble qu'il souhaitait le systématiser pour les moins de 25 ans. Alors, le président Macron nous a soutenus en 2022, dans le cadre de la présidence de l'Union européenne. Il en a parlé dans son discours de la Sorbonne. Et donc, grâce à lui, on a pu se développer encore. Et actuellement, il y a le service national universel qui a été adopté en France. Il veut revenir dessus. Et là, il a fait une annonce de la réforme du service civique. Donc, on est toujours dans l'attente de ces... Et vous savez comment est-ce que c'est perçu du point de vue des entreprises, de ceux qui recrutent plus tard, quand ils voient dans le CV service civique européen ? C'est plutôt bien vu. En général, c'est plutôt bien vu. C'est un atout ? C'est un atout. Parce que ça dit quoi ? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est vrai qu'il y a encore une grande partie quand même des adultes qui se disent le service civique, c'est peut-être, on envoie des jeunes qui ne savent pas trop quoi faire en service civique. Mais justement, il faut pouvoir changer ce regard auprès du service civique, et notamment auprès des entreprises, parce que c'est des jeunes, comme je le disais avant, qui sont déjà sortis de leur zone de confort, qui sont capables déjà de parler anglais et qui ont adopté des... Alors, je rappelle que le service civique, c'est pas un contrat de travail, donc sur place, ils vont plutôt adopter ce que j'appelle des soft skills. C'est-à-dire... c'est ce qui est beaucoup recherché, effectivement. Ce qui est beaucoup recherché auprès des recruteurs. Un grand merci, un énorme merci à vous, Anthony Weiler, président du collectif pour un service civique européen. Si vous souhaitez en savoir plus, vous allez bien sûr sur le site du collectif pour un service civique européen. Merci de nous avoir suivis. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Excellente journée en notre compagnie. Ciao.